Et on traverse aussi tous les océans. Dans Intégral Placement, on vous emmène aux quatre coins du monde parce que les opportunités sont absolument partout avec cette croissance mondiale qu'on vous décrit jour après jour sur BFM Business. Alors aujourd'hui, on va traverser l'Atlantique avec l'immobilier américain qui vous tend les bras, figurez-vous, et la réforme fiscale de Donald Trump qui pourrait, pourquoi pas, constituer pour vous aussi une opportunité. On va vous dire pourquoi avec Victor Pagès qui vient de nous rejoindre. Bonjour Victor. Bonjour. Pour Altitude Realty. D'abord, avant de parler de la réforme fiscale US, pourquoi ça peut être une opportunité aussi pour nous Français? Alors là, on est curieux. Avant de nous expliquer tout ça, comment se porte ce marché immobilier américain? Écoutez, il se porte plutôt bien. L'année 2017 a été un très bon cru, comme d'ailleurs les 2 dernières années. Une statistique pour le démontrer, les prix sur l'année ont augmenté d'environ 6%. Très bonne année. Hausse des prix moyennes plus importante qu'en France. Exactement. Voilà, donc très bonne année, évidemment soutenue aussi par la bonne santé de l'économie américaine. Oui, alors très bien, les prix qui augmentent plus qu'en France. Il faut s'en réjouir ou il faut s'en inquiéter? Parce qu'aux États-Unis, on sait qu'ils aiment le risque. Est-ce qu'il y a les risques comparables à ceux de 2007, les subprimes, aujourd'hui dans le marché immobilier américain? Non, je pense qu'il faut vraiment s'en réjouir. Je pense que, premièrement, on n'a pas vraiment de risque de retour à une crise des subprimes parce que le fonctionnement du crédit n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus drastique pour obtenir un crédit. Même certains ménages américains ont parfois des difficultés. Deuxièmement, c'est qu'on a des prix qui, certes, ont augmenté, mais dans certaines villes et plusieurs même, on n'a pas encore retrouvé les niveaux d'avant-crise. Ça va peut-être vous étonner, mais par exemple à New York, si on regarde les indices, c'est les statistiques pures et simples, on n'a pas retrouvé les plus hauts historiques de 2007. Donc il n'y a pas vraiment d'angoisse de ce côté-là. Et puis dernier élément, c'est, je pense, il n'y a pas d'engouement, de frénésie comme on a pu le constater il y a une dizaine d'années, côté vendeur, côté acheteur. Donc, pas d'euphorie en fait dans le comportement des acteurs immobiliers aux États-Unis. Les marchés se tendent sur certains en tout cas, mais vraiment pas d'euphorie. Bon, après on va voir comment la Réserve fédérale américaine, les autorités américaines pilotent tout ça, parce que Donald Trump a dit qu'il voulait déréguler davantage le système financier. On verra si ça concernera aussi le crédit ou ces passerelles immobilières. Pour ceux qui seraient intéressés, quelles sont les villes qui, selon vous, sont les plus attractives aujourd'hui aux États-Unis ? Alors, comme souvent, il y a plusieurs marchés immobiliers dans un pays. C'est-à-dire que vous avez un premier lot de villes, d'agglomérations qui vont être des valeurs refuges, un petit peu, si on compare ça avec les marchés financiers. Vous avez New York, vous avez San Francisco, qui vraiment se sont encore plus renforcés ces dernières années comme valeurs refuges immobilières. Alors, ce qu'il faut savoir à New York, c'est que le prix moyen, par exemple, c'est 1,9 million de dollars. Je parle de Manhattan. Le loyer moyen, c'est plus de 4 000 $ par mois. Donc, moyen, on est d'accord. On parle de moyenne, absolument. Wow. Donc ce n'est pas accessible à tout le monde. Maintenant, New York en particulier, c'est une ville-monde. Il y a une telle demande que effectivement, faut jamais dire jamais, mais il y a peu de chances, en tout cas dans les prochaines années, de voir un crack immobilier. On va se parler franchement, pour y être passé ces dernières années à Manhattan, pour le coup, j'avais vraiment le sentiment d'être dans une bulle haut de gamme. Clairement. Alors, on voit aussi des appartements un peu insalubres. On passe devant, on se rend bien compte qu'à l'intérieur, ça a l'air bizarre. Mais quand même, on a le sentiment que tout est fait pour que ça devienne une bulle haut de gamme et que même c'est la volonté de la ville. Enfin, vraiment, on sent presque une stratégie derrière tout ça. Alors, j'irais pas jusqu'à dire que c'est une volonté de la ville, parce que je pense qu'au contraire, le maire actuel a des volontés de pas freiner un petit peu tout ça. Il y a ce qu'on ne sait pas toujours à New York. Il y a encore un certain nombre de locataires qui bénéficient de loyers, on va dire, sponsorisés, aidés, donc un système qui pourrait se rapprocher de ce qu'on a chez nous. Des APL carrément? Je ne vais pas faire la passerelle exactement, mais on en est pas loin. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est une ville qui est orientée vers le luxe, avec une ville aussi qui est ancienne. Donc il y a beaucoup de projets de rénovation d'immeubles anciens qui ont une centaine d'années et qui sont détruits ou complètement restructurés pour accueillir effectivement des condominiums plutôt luxueux. D'accord. Ceux qui cherchent de la plus-value, il y a encore un potentiel de hausse des prix important pour vous à New York? Sans aucun doute. Oui. Je pense que
si je devais résumer en une phrase, et je pense que sur ces 10 dernières années, je parle de New York, on a entre guillemets rattrapé la baisse qui n'a pas été la plus forte à New York par rapport à d'autres villes aux États-Unis, mais on a rattrapé la baisse et je pense qu'on est encore sur un cycle aussi. San Francisco aussi intéressant, les prix montent et il y a encore beaucoup de potentiel à la hausse. Alors San Francisco, je serais peut-être un peu plus mitigé parce que c'est une plus petite ville, très ancienne aussi. Les prix ont essentiellement monté parce que justement peu d'offres, encore moins qu'à New York, et puis la proximité avec la Silicon Valley et tous ces employés qui gagnent effectivement très bien leur vie, ou ces entrepreneurs qui créent de belles startups. C'est un peu le Bordeaux américain, San Francisco. C'est une bonne comparaison, effectivement. Oui, on pourrait dire ça, où on a des prix, d'ailleurs comme à Bordeaux aujourd'hui, on a des prix qui dépassent les 5, 6, voire 7 000 euros dans certains quartiers. À San Francisco, c'est la même chose. J'étais il y a une quinzaine de jours et vous avez des quartiers, je pense à la Marina à San Francisco, qui est un quartier très agréable. Vous n'avez rien à louer en dessous de $5 000. D'accord. Littéralement. $5 000. Et puis il y a des vignes pas loin, comme pour Bordeaux. Est-ce que la réforme fiscale de Donald Trump, est-ce que cette réforme fiscale, elle est favorable au marché de l'immobilier? Est-ce que ceux qui nous écoutent, qui seraient éventuellement tentés par un investissement aux États-Unis, peuvent surfer cette réforme? Oui, alors cette réforme n'est pas une réforme immobilière, c'est essentiellement une réforme effectivement fiscale. Maintenant, elle renforce l'attractivité de l'immobilier, notamment parce que les taux marginaux de l'impôt sur le revenu vont être baissés. Pour ceux qui investissent via des sociétés, le taux d'imposition pour les sociétés également a été revu à la baisse. C'était l'un des taux les plus élevés des pays de l'OCDE, en montant jusqu'à plus de 35% d'imposition. Il va être amené à 21%. Donc effectivement, l'attractivité est renforcée. Maintenant, je dirais que l'attractivité, elle est d'autant plus renforcée par la loi de finances en France. En une phrase, aujourd'hui, je parle de revenus fonciers. Il est beaucoup plus intéressant d'avoir des revenus fonciers américains que des revenus fonciers français. Pourquoi ? Parce que vos revenus fonciers américains, par l'effet de la réforme fiscale américaine, vont être assez faibles. Vous avez une convention fiscale qui vous évite la double imposition en France, donc vous ne payez pas ce que vous auriez à payer en France, et en plus de ça, vous ne payez pas de prélèvements sociaux sur des revenus étrangers, alors qu'en France, statu quo en substance sur l'immobilier, puisqu'on reste imposé à son taux marginal, plus prélèvements sociaux. Et la CSG qui augmente, qui ont augmenté au 1er janvier. Absolument. D'accord. Donc il y a un vrai avantage comparatif qui s'est finalement creusé ces dernières semaines. Entre les États-Unis et la France. C'est simple quand même, je vous interromps, parce que est-ce que c'est simple véritablement, pour parler à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément de société, c'est simple d'investir aux États-Unis ? Oui, c'est beaucoup plus simple que ça peut en avoir l'air, parce que l'immobilier, c'est-à-dire que les Américains n'ont pas réinventé la roue. Quand on regarde les grandes étapes d'une acquisition immobilière aux États-Unis, finalement, on retrouve ce qu'on connaît en France. Alors oui, on s'adresse à des avocats et pas à des notaires. Oui, il y a certaines subtilités. Donc ça coûte plus cher que le notaire, l'avocat, ou... Beaucoup moins cher. En moyenne, 2%. Les frais d'acquisition. Contre 7% en France. Exactement. C'est une des raisons pour lesquelles le marché américain est aussi beaucoup plus fluide, parce qu'on paye moins cher, donc ces frais-là en tout cas. Ouais. On retrouve des étapes qui sont similaires et c'est pas si compliqué que ça. Si je veux acheter aux États-Unis, néanmoins, je dois convaincre ma banque française d'accepter de me donner un crédit pour un achat à l'étranger. Elles sont pas un peu frileuses, les banques françaises, là-dessus ? Alors c'est très compliqué, effectivement, parce que une banque française va vous dire qu'elle ne connaît pas le marché immobilier sur lequel vous voulez investir. Donc elle va vous demander en échange des garanties et ça sera plus facile si vous investissez à New York, à San Francisco, que dans une petite ville où vous avez peut-être un cousin qui habite. Donc effectivement, le financement n'est pas simple. La Floride, on en parlait beaucoup il y a quelques années pour investir aux États-Unis. C'est là qu'on entendait parler de potentiel de hausse des prix importants et de prix encore accessibles. C'est plus le cas aujourd'hui, la Floride ? C'est toujours le cas. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait qu'il y a encore des marchés qui sont décotés, où on n'a pas retrouvé encore les prix d'avant-crise. C'est typiquement le cas en Floride. La région de Miami, moins 20% à peu près par rapport à ce qu'on a connu il y a une dizaine d'années. Donc beau potentiel, ne serait-ce que pour retrouver... Mais c'est forcément le bon point, le bon critère pour comparer, pour apprécier le potentiel. Il n'y a pas de critère parfait, évidemment. Il y a simplement des cycles qui montent et qui baissent. Et ce que je dis, c'est qu'on est encore dans un cycle haussier suite à la crise. Voilà, ce marché américain donc, qui peut peut-être vous attirer, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, puis qui nous passionne bien évidemment, parce que les États-Unis, c'est toujours quelque chose qui fascine.
On voulait parler aussi du Canada, on n'a pas le temps. C'est pas grave. Il faudra que vous reveniez la prochaine Avec fois avec grand plaisir. plaisir, puisque vous suivez aussi le marché canadien et vous avez une offre sur le Canada chez Altitude Realty. Merci beaucoup. Merci à vous. Victor Pagès sur BFM Business. Marie, à demain. À demain.